On va rester dans l'idée de l'impact, mais là l'impact du numérique sur le métier, qui est aussi un autre, sur les métiers de la géotechnique, qui est aussi un autre type d'impact tout aussi important, en tout cas sans doute moins stratégique, mais tout aussi important pour la profession. Et pour en parler, je vais appeler à me rejoindre Marie Le Breton, Gilles Chaperon, Alain Guilaine et Sylvain Ris. Alors c'est une table ronde, mais vous n'avez pas de table, hein. Il n'y a que moi qui l'ai. Oui. Voilà, je vais faire rapidement les présentations et madame et messieurs, vous pourrez les compléter si je ne suis pas allé aussi précisément qu'il le faudrait. Marie Le Breton, vous êtes responsable technique et développement commercial chez Soletanche Bachy. Gilles Chaperon, à côté de vous, est responsable d'une équipe d'ingénieurs chez CETEC Terrasol, qui est impliqué dans le développement de logiciels de calcul et notamment de l'intégration des sols dans le BIM. On va beaucoup en parler du BIM. Alain Guilaine, parce que je vous ai eu au téléphone, mais je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Vous êtes cofondateur et directeur général de Xtree, une société de technologie qui développe des solutions d'impression 3D de grande dimension pour la construction des bâtiments et des infrastructures. Donc ça intéresse ici fortement tout le monde. Et enfin, Sylvain Ris, vous travaillez au sein de la société Proxemis, en y assurant la direction du programme et de l'accompagnement BIM de la Société du Grand Paris en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage de proximité. Ça va, j'ai pas dit d'erreur. Vous compléterez de toute façon. Donc là aussi, le sujet de l'impact du numérique sur le métier, sur les métiers est potentiellement vaste. Donc cette table ronde n'a pas la vocation, ni l'ambition, ni la prétention de couvrir tout le sujet, mais plutôt d'apporter des éclairages. C'est un peu le but de ce colloque aujourd'hui, d'apporter des éclairages, des réflexions, de partager des expériences. À l'issue de nos échanges, vos échanges, environ une petite trentaine de minutes, là aussi, vous pourrez accéder à une interaction avec nos intervenants pour soit leur poser des questions, soit faire part de votre propre expérience du sujet et compléter le contenu de cette table ronde. Alors, on va donc évoquer avec nos intervenants la montée en puissance des outils numériques qui s'ouvrent aujourd'hui ou qui touchent ou qui vont impacter la géotechnique et peut-être et surtout sa pratique au quotidien. On va d'abord peut-être commencer par les usages avec quelques exemples. On va commencer par vous, Marie Le Breton. Je le disais, vous êtes responsable technique et développement commercial chez Soletanche Bachy. Peut-être pour cadrer l'utilisation et l'impact du numérique, est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler comment vous l'utilisez dans le cadre de votre activité et quelle est-elle, cette activité ? Alors, en fait, moi, je travaille dans une filiale de Soletanche Bachy et qui fait principalement des pieux. Et dans la technique de réalisation des pieux, on peut dire que nos foreuses, c'est des véritables objets connectés, puisqu'elles sont équipées à peu près de tous les capteurs possibles, tout ce qui peut être instrumenté l'est. Et les foreuses sont connectées sur Internet. Et donc, toutes ces données sont disponibles en temps réel sur Internet. Donc l'utilisation de données sur les foreuses, c'est très ancien chez Soletanche Bachy. C'est sur une entreprise qui a sûrement été pionnière dans ce domaine-là. Et là, je pense qu'elle est de nouveau pionnière, puisque là, on s'est doté d'outils de type Big Data, donc des outils pour traiter des données massives. C'est-à-dire que là, on fait quand même des milliers de pieux, donc des milliers de kilomètres de forage, et on est maintenant capable de tous ces paramètres qu'on mesure, de les analyser de façon globale. Alors, de les analyser pour mieux comprendre le fonctionnement des foreuses, donc en termes de productivité, en termes de panne et de casse, et aussi de comprendre comment on fore par rapport aux données géologiques. Donc, dans un terrain donné, quelles sont les puissances de machines, quelles sont les cadences de forage, et être capable aussi de comparer d'une zone géographique à une autre. Merci. Je vais vous demander, je ne m'étais pas aperçu, je vais vous demander je ne veux pas casser la dynamique, mais je vais vous demander un petit exercice physique, de vous rapprocher d'un bon mètre, parce que là, vous n'êtes pas sous la lumière. Je pense qu'au fond, on ne vous voit pas vraiment. Les photos ne vont pas être terribles. Voilà, c'est ça. Et notre ami technicien va râler, et il aura bien raison, parce que et moi, je vais faire un petit quart de tour. Voilà. Gilles Chaperon, vous avez un autre type
d'usage du numérique, et les applications du numérique sont larges. Chez vous, elles concernent surtout les calculs et les données. Rappelez-nous peut-être votre mission chez Terrasol. Donc, je suis ingénieur chez Terrasol, effectivement, et Terrasol, une de ses principales missions, c'est de faire des études géotechniques, de conception notamment. Et donc pour ça, on est amené à utiliser au quotidien du calcul numérique, donc ce qui nous occupe pour une bonne part. Nos ingénieurs sont formés à ça. Mais effectivement, c'est un de nos métiers. Voilà, notre cœur de métier, c'est la modélisation numérique et puis voilà, la conception des ouvrages avec ces modèles. Mettez bien le micro sur votre menton, vous avez une voix de basse charmante, mais je pense qu'on ne vous entend pas bien au fond. Vous vous orientez sur les calculs complexes et surtout vers les passerelles entre ces calculs complexes et les modèles numériques BIM. Expliquez-nous ça. Oui, alors ça c'était de la prospective, mais effectivement on sent que c'est quelque chose en plein développement et on suit ça de près. Pour l'instant on en est on est principalement à l'usage de la modélisation numérique, mais on sent qu'il y a des passerelles qui commencent à se connecter, notamment avec ce que vous avez cité, le BIM. Alors mais on va en reparler parce que c'est quelque chose qui est en pleine explosion en termes d'usage dans le domaine de l'infrastructure et du génie civil en particulier. Ces modèles, ces maquettes numériques sont utilisés au quotidien sur des grands projets, mais de plus en plus également sur des projets de moindre importance. Et donc là-dedans, il y a effectivement des groupes de travail qui réfléchissent à l'intégration du sol dans ces maquettes. Et donc l'intérêt pour le géotechnicien d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est tout ce qui fait la spécificité de notre métier. J'en ai parlé ce midi avec un certain nombre de gens qui me disaient tous la même chose. La géotechnique, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléas, les risques qui en découlent et comment on intègre ça dans une maquette qui, pour nos collègues ingénieurs structure génie civil, est pleine de certitudes. Voilà, donc nous, on a beaucoup d'incertitudes à mettre dans ces maquettes. Ces maquettes, à l'avenir, seront incontournables et seront au centre de nos métiers de conception. Et donc, voilà, on a un effort à faire pour apporter notre point de vue là-dedans. Et bon, il y a, voilà, comme je l'ai dit, un certain nombre de groupes de travail qui travaillent là-dessus, en France et puis à l'international. Et voilà. On y reviendra tout à l'heure. Là, on fait un tour d'horizon de votre intérêt ou de l'impact du numérique, pardon, dans vos différentes activités. Sylvain Ris, pour cadrer votre propos qui va surtout concerner justement l'impact du BIM, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler votre activité chez Proxemis et quel est son lien avec la Société du Grand Paris? Donc, je suis assistant maîtrise d'ouvrage de proximité, donc je travaille je suis dans une société de conseil d'ingénierie qui est dans le groupement Proxemis, et donc je déploie ou j'accompagne le déploiement du BIM au sein de la Société du Grand Paris à travers tout le programme et toutes les directions de projet, de manière à la fois opérationnelle, technique, et puis surtout l'appui, on va dire, organisationnel, structurel de la donnée liée au BIM. Alors, comme le disait Gilles Chaperon, aujourd'hui le BIM c'est plutôt donc la maquette numérique qui concerne plutôt les bâtiments, mais au-dessus du sol, si je puis dire. Ça n'a jamais vraiment pris en compte les éléments de construction dans le sol. Alors effectivement, il y a un certain nombre de domaines. Enfin, le BIM est très développé dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'émergences. Il y en a dans la géologie, il y en a dans plein d'autres domaines liés à la construction. Après, je pense que dans 10 ans, il y aura une maturité peut-être plus suffisante pour pouvoir développer ce genre de projet de manière complète en termes de BIM et donc de modélisation 3D de toutes les données de l'ouvrage. On va passer la parole encore une fois pour ce rapide tour d'horizon préliminaire. Alain Guilaine, je disais, vous êtes cofondateur et directeur général d'une jeune entreprise à l'avenir prometteur. On vous le souhaite, qui est justement basée sur une technologie qui est permise aujourd'hui par le numérique, d'une certaine façon, l'impression 3D de la construction. Expliquez-nous peut-être rapidement ce qu'est votre activité, parce que là, ce n'est pas la petite imprimante 3D qui fait des petits bonshommes ou des branches de lunettes. Hein. Non, on travaille avec des robots qui font plutôt 5 tonnes qu'autre chose. Effectivement, Xtree, donc on n'a pas 3 ans d'existence, maintenant on est 11, architectes, ingénieurs, développeurs.
Effectivement, nous, pour faire peut-être le lien d'ailleurs entre l'exposé précédent et notre activité, on développe une technologie, et dans le pourquoi on développe cette technologie, il y a cet engagement pour le climat, à savoir qu'il faut utiliser de moins en moins de ressources. Et grâce au design, donc le design permet de faire des maquettes numériques qui permettent d'optimiser derrière l'utilisation de la ressource, de vendre plus de creux que de plein, en gros. Donc économiser le béton et toute l'énergie qu'il faut pour le produire, et notamment le ciment. Donc voilà, donc notre métier, c'est d'abord le design, c'est de trouver les bonnes structures, les bonnes applications et de vendre plus de creux que de plein. On voit beaucoup de choses sur l'impression 3D, sur Internet, où on voit beaucoup de robots travailler. C'est vrai, on a des robots derrière qui travaillent, mais d'abord, c'est la conception qui fait la différence. Et là aussi, vos machines, elles sont plutôt pour des éléments au-dessus du sol, pas forcément dans le sol? Alors en fait, on travaille pour le bâtiment, pour les infrastructures. On a beaucoup travaillé notamment sur les problématiques de réseaux d'eau, les collecteurs d'eau, pour les réseaux de vapeur, les chambres à vannes et autres, dans lesquels aujourd'hui on a par exemple des ouvrages qui sont des ouvrages carrés, parce que ils sont faits souvent en préfabrication. Et donc, quand on pose la question pourquoi sont-ils carrés, eh bien parce qu'ils ont toujours été carrés. Donc, grâce au travail qu'on a fait, notamment avec Sogea Île-de-France, on a sorti des chambres à vannes qui sont totalement ovoïdes et dans lesquelles en fait on a beaucoup moins de pression dans la chambre à vannes que si elle était carrée. Et donc, on peut mettre beaucoup moins de béton. Et voilà, donc c'est ce type d'optimisation, ce type de questionnement du pourquoi on fait les choses. Et la technologie permet aujourd'hui de faire des choses très complexes, puisque nous n'avons pas de moule. Le moule, c'est la maquette numérique, et après, c'est le robot qui exécute. On va repasser la parole à Marie Le Breton. Pour revenir sur le côté de la pratique du métier, on va plutôt parler métier. Le numérique, les applications que vous avez mises en place chez vous, facilitent le travail des gens sur le terrain, pratiquement? Alors oui, ça leur facilite le travail, en fait, parce que comme tout est connecté, ça veut dire que, comme on l'a dit, la géotechnique, il y a beaucoup d'aléas. Ça veut dire que quand on fait des pieux, on a une note de calcul qui nous dit quel diamètre de pieux et quelle longueur on doit faire. En général, il faut savoir que les reconnaissances géotechniques, ça va être 3 sondages pour un chantier de 300 pieux. Donc forcément, on ne sait pas tout ce qui se passe entre ces sondages. Et au fur et à mesure qu'on va faire ces pieux, on peut tomber sur des aléas. On peut avoir besoin, on va tomber soit sur des éléments plus durs que prévu, ou plus mous que prévu, ou des endroits où on découvre des vides ou des obstacles enterrés. Et ces outils d'être tout le temps connectés, les gens de chantier, quand ils découvrent ces anomalies, peuvent tout de suite nous appeler. Et puis, comme on a accès à toutes les données, on peut analyser ces données, les partager avec le bureau de contrôle, le géotechnicien et puis le client, et prendre très vite une décision pour s'adapter pendant le chantier. Donc, du coup, le chef de chantier, le foreur, ils savent qu'ils ont l'assistance du bureau tout de suite. On peut tout de suite leur donner une réponse, et on peut aussi tout de suite informer le client. Donc, on travaille beaucoup plus vite et en transparence. Plus grande réactivité, mais vous m'avez quand même dit au départ, les foreurs, ils disaient ouais, mais avec tout ça, vous allez nous surveiller. Et ils l'ont pris d'abord comme une contrainte ou comme un flicage et pas forcément comme une opportunité de mieux travailler. Oui, exactement. Ils ont appris qu'on avait toutes les données disponibles. Ils ont dit ah, ok, vous allez toujours vérifier quand est-ce qu'on fait des pauses, vous allez dire qu'on est toujours en retard, etc. Et puis je dis mais on n'a pas que ça à faire d'être connecté derrière l'ordinateur pour voir si vous êtes en train de forer ou pas. Et quand on a eu les premiers, ça a été surtout avec les outils nouveaux qu'on a développé des systèmes de forage nouveaux. Comme c'était nouveau, il y avait toujours un peu d'incertitude. On faisait de l'assistance à distance, et donc ils se sentaient soutenus et aidés. Donc c'est plutôt quelque chose qu'ils apprécient. Alors moi, je suis béotien dans ce domaine, vous l'aurez compris. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est votre titre responsable technique et développement commercial. Mais après que nous ayons discuté au téléphone, j'ai un peu mieux compris, parce que finalement, de maîtriser cette technique et d'avoir mis en place ce genre d'outils, ça permet aussi d'avoir un discours commercial un petit peu différent, et parfois même avec une réactivité plus grande,
de pouvoir vous adapter à des prix plus tendus chez les clients. Oui. Alors déjà, avec ces outils d'analyse, du fait qu'on ait beaucoup de données et puis qu'on sache les analyser, on a un retour d'expérience qui est extrêmement intéressant par terrain, par zone géographique. Donc on a eu le cas, par exemple, d'un chantier qu'on était en train d'étudier, qui était en fait très proche d'un des chantiers qu'on avait fait auparavant. Et c'était ces types de terrains où on ne sait pas trop si on va réussir à fourrer avec une petite machine. Donc on a plutôt tendance à mettre une machine plus grosse et qui coûte plus cher pour être sûr de ne pas avoir de problème de fourrage et puis d'être bien capable de faire les pieux à la bonne profondeur. Et grâce à ces analyses très rapides, on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait mettre une machine plus petite et donc on a proposé un rabais à notre client et on a gagné cette affaire comme ça. Mais donc on peut fiabiliser le type de matériel qu'on met sur le chantier, donc à la fois rassurer sur nos capacités à fourrer, ne pas mettre des machines trop grosses là où il n'y en a pas besoin, et aussi par ce retour d'expérience on est capable de fiabiliser les délais. On sait exactement combien de temps on va mettre et donc on peut garantir notre planning. Gilles Chaperon, vous êtes un grand spécialiste, je fais un raccourci, des données, mais vous m'avez dit, finalement, la grande problématique, c'est de donner du sens à ces données. C'est un peu ce qu'on vient... On peut tout en faire, hein. Il y a des inputs, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, de pouvoir les partager et... finalement presque au plus grand nombre pour qu'elles s'enrichissent et qu'ensuite chacun puisse en tirer le meilleur parti. Oui, alors c'est vrai que c'est une constante qui est revenue dans pas mal de présentations au long de la journée. C'est la gestion des données, la collecte des données. On voit dans la présentation d'Aymeric que finalement les plus jeunes ont accès, vivent dans enfin tout le monde, mais on a conscience qu'on vit dans un monde de données accessibles de plus en plus facilement. Et donc, ça a un impact également sur la façon dont on voit notre métier maintenant, puisque, notamment si on parle des données de sol, on collecte, quand on réalise la conception d'un ouvrage, on commence par faire des reconnaissances au droit de l'ouvrage pour tout simplement connaître mieux le sous-sol, les incertitudes, les aléas potentiels qui sont présents, et puis minimiser ces incertitudes. Et donc, on travaille toujours, malgré tout, avec des échanges qui sont un peu laborieux entre eux. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est comme ça. Mais bon, on voit qu'on a des moyens. Et la présentation là sur le port du Havre était très intéressante. On voit qu'ils ont construit une base de données assez importante sur toute une zone, avec une implantation SIG, avec une base de données interrogeable. Et puis la capacité de faire des statistiques en grand sur une grande zone, et ça c'est extrêmement intéressant. Il y a un autre exemple récent, c'est la base de données qui a été construite par la Société du Grand Paris, qui a fait réaliser pour les besoins de toutes les lignes qui sont en construction actuellement quasiment plus de 6000 forages. Donc les entreprises de reconnaissance ont dans le cadre de ces marchés l'obligation de renseigner une base de données. Cette base de données est interrogeable par les concepteurs et ça permet notamment pour les concepteurs de gagner un temps considérable dans l'acquisition de ces données en vue d'un traitement et également de pouvoir faire ce qu'on a, je pense, rarement fait, des statistiques en grand sur les formations, les sols qu'on rencontre le long de ces lignes. Donc on voit que ça se développe, c'est extrêmement intéressant. Il y a la base de données du BRGM, la base du sous-sol, qui existe, mais qui pour l'instant est assez sommaire, en tout cas qui renseigne sur la géologie. Et du côté des bureaux d'études, en tout cas, comme le mien, on rêve d'une base de données, ça a été déjà évoqué dans une présentation, je ne sais plus laquelle, d'une base de données plus large, qui comprendrait des données qui nous permettraient très en amont des phases de conception, dans les phases préliminaires, d'avoir déjà une donnée tangible, au-delà de la simple carte géologique, pour pouvoir optimiser déjà dès la faisabilité, connaître le mieux possible les incertitudes qui vont nous amener à prescrire des reconnaissances ciblées, et donc aller plus vite dans l'enchaînement des différentes phases de conception dont on a l'habitude aujourd'hui. Alors, les pratiques changent. Vous parliez tout à l'heure de ce partage des données ou de cette mise à disposition des données. Il y a un aspect aussi collaboratif, par exemple, pour
aujourd'hui réfléchir à l'intégration des travaux de géotechnique dans le BIM. Vous êtes en aspect collaboratif avec des ingénieurs structures de bâtiments et vous êtes en train d'écrire les processus métiers finalement. Alors on essaye de le faire. En tout cas, il y a un groupe de travail qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du projet Mind Andra IREX, qui travaille sur l'intégration des ouvrages souterrains au BIM, et qui dit ouvrage souterrain dit interaction forte avec le sol. Bon, c'est le cas, c'était déjà le cas des ponts, des routes, etc. Mais bon, les ouvrages souterrains, c'est encore plus particulier. Et donc, ça a vite dérivé, le groupe de travail s'est vite focalisé sur l'intégration de la géotechnique donc, dans ces modèles, dans ces maquettes numériques, dans le but d'un partage. Ces maquettes, c'est finalement le plan unique qui nous fait tous collaborer sur un projet. Et donc, dans cette maquette, on a envie d'intégrer de la donnée. Quelle est-elle ? C'est la question. En tout cas, on a envie d'intégrer de la donnée brute, c'est une chose. On a envie, peut-être, d'intégrer de la donnée interprétée, mais dans ce cas-là, il va falloir tracer d'où vient cette donnée interprétée, quel est le champ d'incertitude qui règne autour de cette donnée interprétée, de manière à mieux discuter avec les ingénieurs structures, notamment, qui ensuite conçoivent, en partenariat évidemment avec les géotechniciens, les ouvrages. Sylvain Ris, vous avez un parcours quand même un petit peu atypique, puisque vous avez une formation initiale, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, et ça vous donne une certaine pertinence pour répondre à la question que je vais vous poser. Est-ce que ça remet en cause le BIM et donc tous ces apports numériques qui vont impacter la pratique du métier ou est-ce que ça remet en cause la façon dont on doit apprendre son métier, dont on doit dont on peut partager les compétences ? Comment aborder ce problème-là avec les équipes sur le terrain, soit celles anciennes, soit celles qu'on va recruter ? Il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a la notion de compétence aujourd'hui qui se pose réellement, et c'est aussi notre rôle, c'est d'accompagner justement les équipes de direction de projet qui ne sont pas forcément en mesure d'intégrer immédiatement toutes ces nouvelles compétences. Globalement, l'expertise qu'on a avec le numérique, quels que soient un peu les métiers, demande de nouvelles compétences, ou en tout cas des compétences plus fortes dans son propre domaine. Et sur une évolution globale, le deuxième sujet, c'est l'accompagnement du changement. Et là aussi, on a besoin, avec l'intégration du numérique, de plus en plus de compétences autour de l'intégration du changement, c'est-à-dire des compétences sur la constitution d'un groupe humain, de sa vie, de ses évolutions, et comment on peut éventuellement accompagner ou diminuer les résistances au changement. Et ça, c'est un travail aussi qu'on fait au quotidien par de la formation. On met en place de la formation aussi pour accompagner les directions de projet, pour les sensibiliser, leur expliquer qu'est-ce que c'est un processus BIM, de A à Z, jusqu'à l'exploitation-maintenance. Donc c'est aussi être capable d'avoir une vue globale sur un système et de comprendre un projet dans sa complexité. Ça fait partie un peu aussi des nouvelles compétences. Et est-ce que, on a parlé de jeunesse ce matin, est-ce que les jeunes ou les gens moins âgés sont plus aptes à jouer l'éponge sur ce changement ? Est-ce que l'alternance, par exemple, est un bon système pour aller plus vite dans cette acquisition de nouveaux comportements face au numérique ? Dans les métiers qui sont quand même plutôt traditionnels, du bâtiment et du TP en général ? Il y a un certain nombre de formations au niveau Bac+6 qui existent en alternance, effectivement, dans le BIM et la maquette numérique. Et les entreprises qui choisissent ce biais-là, en fait, permettent en tout cas à un jeune ingénieur d'évoluer et de développer des choses qui ne pourraient pas être faites par le reste des équipes, bien souvent. Parce que les jeunes ont aussi des facilités qu'on a moins. Quand on est plus âgé, qu'on a des habitudes, qu'on voit ce qu'on fait, ça fonctionne et c'est optimal. Remettre en cause un système optimal, c'est une forte résistance au changement. Et donc ça, c'est les jeunes qui vont arriver, c'est l'intégration des référentiels de compétences du numérique dans toutes les formations d'ingénieurs, BTS, y compris lycée, qui vont permettre de faire évoluer les métiers de demain. On va passer de l'autre côté à Alain Guilaine.
Ce qui est aussi surprenant dans un autre domaine, vous êtes une société plutôt techno, très innovante, qui va peut-être révolutionner dans les années à venir la façon de construire. Donc on pourrait penser que vous n'embauchez que des ingés, des geeks, et puis vous avez recruté il n'y a pas longtemps un compagnon du devoir maçon. Qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, oui, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans le numérique, c'est qu'on peut intégrer des compétences, et on doit intégrer des compétences qui viennent d'autres secteurs. Là, on est en train de... Enfin, début février, on aura une unité qui fonctionnera à Dubaï avec un partenaire. Et un des jeunes qui va partir là-bas vient de Supmeca. Et donc, c'est quelqu'un qui a été formé plutôt à la mécanique, électrotechnique, pour le secteur de l'aviation, enfin, de l'aéronautique et de l'automobile, et qui intègre la construction. Voilà, ça, c'est déjà un premier point. Et puis, effectivement, on a un site à Rungis. Et on travaille beaucoup, notamment avec la commission prospective de l'UMGO, hein, donc à la FFB, sur l'évolution des métiers. Parce que la question de la conduite du changement, elle est extrêmement importante. Si on veut que notre technologie est acceptable, il faut qu'elle ait du sens. C'était mon premier propos. Pourquoi on fait ça? Mais aussi, il faut qu'on ait des gens qui soient intéressés. Et donc, on a effectivement, pour gérer le site de Rungis, 900 mètres carrés avec des robots et qui font des éléments de construction. Eh bien, c'est a priori, il n'a pas encore signé son contrat, mais en tout cas, on y est presque, un jeune compagnon de devoir, 27 ans, qui depuis l'âge de 16 ans travaille en alternance sur les chantiers, et aujourd'hui en charge de la formation chez Compagnons de devoir. Voilà, donc d'intégrer tout cet univers divers et variés de compétences, c'est important. Et puis grâce au numérique, on a une chance, on est plus attractif. C'est-à-dire qu'en fait aussi, il y a un attrait pour ces métiers-là, et ça permet de faire rentrer peut-être des gens jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, peu importe, je ne suis pas partie des plus jeunes hein, dans l'équipe, je suis même vraiment le plus ancien, qui viennent parce que, justement, en fait, il y a de nouvelles choses qui se passent dans la construction. Alain, vous avez parlé de robots, ça me fait rebondir sur une question que je vais plutôt poser à nos deux jeunes géotechniciens. Robots, donc plutôt peut-être la partie terrain, intelligence artificielle pour la partie BE. Est-ce qu'on aura dans l'avenir moins besoin d'ingénieurs géotechniciens, puisqu'il y a tout un tas de données qui vont être traitées par des ordinateurs, supercalculateurs, intelligence artificielle, et puis sur le terrain, des robots qui seront peut-être en lien direct avec... je fais peut-être à peine de science-fiction, hein, je ne sais pas. Quelle est la place de l'humain et surtout de vos métiers de géotechnicien à vous? Alors, niveau BE, je rebondis là sur l'intelligence artificielle, puisqu'il y a un nouveau groupe qui vient de s'ouvrir au comité international qui s'appelle tout sobrement Machine Learning in Geotechnics. Donc on est 6 membres, tout frais, là, français, qui allons nous intégrer à une équipe internationale avec un premier workshop dans 15 jours. Moi, je vais y aller pour découvrir, parce que on entend parler de machine learning, évidemment, à tout crin, c'est un mot à la mode, et ça a raison de l'être, hein, puisque c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans un monde de données, donc il n'y a pas de raison que les ordinateurs sont une bonne façon d'analyser. Enfin, il y a tout un tas d'algorithmes maintenant qui permettent d'analyser ces données de façon extrêmement avancée. Et voilà, donc j'ai un petit peu perdu le fil de la question initiale concernant ça veut dire que vous n'êtes pas un robot, robots, c'est peut-être plutôt. Ça veut dire que vous n'êtes pas un robot, c'est bien. Et que votre intelligence est naturelle et pas artificielle. Marie Le Breton. Ah oui, alors à partir de l'accumulation de données, on sait qu'on peut faire travailler du machine learning pour avancer. Donc sur la partie, on va dire, matériel de chantier, c'est vrai qu'on pense tout de suite à l'automatisation, d'avoir du matériel qui va travailler tout seul ou sous la supervision d'un humain, mais plus vraiment de la même façon de travailler. Bon, je pense que ça va effectivement arriver, je ne pense pas qu'on aura plus personne sur les chantiers, mais la façon de travailler vont sûrement évoluer. Et donc ça vous fait pas peur, au contraire c'est un outil non, ça fait pas peur, ça va évoluer. Je pense le but aussi, enfin la plupart des développements qu'on fait en termes d'automatisation et de robotique, il y a quand même toujours dans le but de réduire la pénibilité des travaux sur chantier.
Donc ça va arriver et je pense que que ça permettra de réaliser de façon meilleure le chantier pour les personnes du chantier et même pour les gens autour du chantier. Alors, j'ai une dernière question avant de vous passer la parole si vous voulez interagir. Une dernière question qui vous concerne finalement tous les uns et les autres, que ce soit dans vos domaines du BIM ou dans vos domaines de géotechnique. Le numérique, aujourd'hui et surtout demain, quelles sont si vous en avez, les bonnes recettes pour l'intégrer au mieux à la fois dans vos capacités ou désirs techniques et puis la capacité d'intégration humaine des équipes d'aujourd'hui. Ça serait quoi les bonnes recettes ou ce à quoi il faudrait veiller pour que ça marche au mieux et que ça soit un véritable outil et pas l'outil de quelques-uns. On va commencer par Alain Guillen. En fait, le numérique, il oblige à travailler en transversal. Là, nous, on est dans des précisions quand on produit de l'ordre de 1 mm, alors que dans la construction, on est plutôt au centimètre. Hein. Donc, en bout de course, si on n'a pas tout bien prévu au départ, eh bien, on va se retrouver avec des gros problèmes. Donc, si on n'a pas vraiment en amont intégré, c'est pour ça que notre équipe, il y a des architectes, des ingénieurs génie civil qui travaillent ensemble, parce que justement, on amène cette transversalité dès la conception et on partage ensuite avec les acteurs. Aujourd'hui, un de nos enjeux, c'est de faire construire, puisqu'on n'est pas un constructeur, on travaille avec les constructeurs. Là, on a un projet dans l'est de la France qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, là, de 5 maisons avec un bailleur social, Plurial Novilia. Eh bien, c'est de Mathieu Barre qui va opérer les robots. Voilà, donc nous, notre métier, c'est d'amener la technologie et de travailler avec tous. Des interventions, Gilles Chaperon, Marie Le Breton. Moi, je dirais, je rebondis sur les calculs numériques, et puis finalement, il faut apprivoiser la machine. Et là, j'entends l'ordinateur en bureau d'études. Nous, on met beaucoup l'accent, à Terrasol notamment, sur l'implication des ingénieurs dans le code, tout simplement, de nos logiciels. Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne sont pas développeurs, mais qui participent au développement des codes de calcul qu'on est amené ensuite à adapter. Enfin, on crée des interfaces qui ensuite chapeautent ces codes de calcul. Donc, je pense qu'il y a une forte... il faut apprivoiser la machine. Donc, pour ça, il faut de la formation. Il faut de la gestion des compétences de nos ingénieurs. Ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, de développer. Même des idées, parfois, qui peuvent être un petit peu saugrenues, mais ou en marge, finalement, de nos métiers, même en bureau d'études. Donc, la formation est importante pour nos jeunes et puis pendant toute la durée de notre carrière. Marie Le Breton. Moi, je dirais qu'il faut presque appliquer un peu les recettes du développement numérique. Quand il y a un logiciel qui est développé, souvent on développe les premières fonctionnalités, on laisse l'utilisateur l'utiliser, ce qui permet déjà de voir si c'est déjà bien fonctionnel et puis d'ajouter petit à petit les options plus avancées. Là, c'est pareil, c'est qu'il faut que les gens se saisissent des premiers outils qu'on met à leur disposition, qu'ils les fassent évoluer et puis qu'on rajoute petit à petit des options. Alors, c'est un gros changement quand même pour nous parce que quand on conçoit du nouveau matériel, en général, il est conçu en bureau d'études, on va le tester et ensuite il va être mis en production. Là, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre tout de suite en production et faire évoluer. Sylvain Ris, dans le BIM, c'est pas qu'une affaire d'outils, c'est surtout une affaire d'hommes et d'interaction entre les hommes. Effectivement, ce que j'ai envie de dire en premier, c'est bien penser que c'est pas qu'une histoire d'outils et que ça fonctionne parce qu'il y a des humains derrière. Donc il faut penser l'humain aussi dans les organisations. Et je suis assez d'accord avec Alain, il y a une question de transversalité. C'est-à-dire qu'il faut penser le problème de manière pluridisciplinaire, quoi qu'il en soit. Même si on a l'impression que ça ne concerne qu'un métier, à un moment ou à un autre, ça va concerner des questions de RH, des questions de système d'information. Et donc on voit tout de suite qu'il y a des ramifications et qu'on rentre tout de suite dans la complexité. Donc inévitablement, il faut penser de manière transverse l'approche dans l'organisation. Et aussi, si on raisonne toujours organisation ou entreprise, c'est qu'il faut que toutes les strates de l'entreprise hiérarchiquement soient concernées et portent également le sujet. Merci. Alors,
voilà, il est temps de passer à vos interactions si vous en avez. Évidemment, vous l'avez vu, on a fait qu'effleurer le sujet, plutôt des éclairages, des petits focus sur des expériences. Le sujet est vaste et il s'agissait simplement de donner envie peut-être de le creuser un peu plus. C'est le cas de le dire, mais pas d'être les sachants sur ce sujet qui est très très vaste. Y a-t-il des questions à nos intervenants ou des témoignages ou des expériences sur cette thématique du numérique? Je vois monsieur. Attendez, ce que je vais faire. Non, je vais vous laisser vos micros, je vais lui donner le mien. Oui, Alain Blondeau, je suis expert judiciaire. Comme j'ai 65 ans, je suis 2 fois jeune. Alors je vais vous faire part un peu de mes expériences sur le sujet. Donc c'est plutôt pour les calculs numériques. C'est vrai que ça a, si ce n'est révolutionné, du moins permis de faire des progrès incroyables et certainement de construire en assez grande sécurité la plupart des ouvrages. Mais je voulais aborder 3 petits points. Le premier, c'est sur la qualité et la représentativité des données. Donc je pense que c'est ce qu'on va rentrer. Donc il faut que ce soit fiable, donc il faut que ce soit bien prélevé à la source dans les investigations. Et ça, c'est un vaste sujet. Le deuxième point, c'est l'ordre de grandeur des résultats. Je me méfie toujours de la deuxième chiffre après la virgule dans tous les calculs que l'on peut faire, compte tenu de la remarque précédente. Et l'autre sujet, c'est l'ordre de grandeur. En tant qu'expert, j'ai été confronté à un creusement de canal, et à la moitié du creusement du canal, on s'est aperçu que toutes les quantités qui avaient été budgétées par l'entreprise étaient consommées. Alors on s'est posé la question de savoir pourquoi. C'est tellement trivial que la personne qui avait fait les calculs de cubature, alors on est un petit peu loin de la géotechnique, n'avait pas vu qu'il y avait une double échelle entre le vertical et l'horizontal. Il a pris la même échelle pour les deux et on avait fini le chantier à la moitié de celui-ci. C'est un petit peu embêtant. Et le troisième point que je voulais apporter comme témoignage, c'est que le problème n'est pas dans la définition, je vais dire, globale du modèle géotechnique ou dans la définition globale de l'ouvrage, mais toujours dans la discontinuité. Quand on a des litiges, quand on a un sinistre, c'est parce qu'on a loupé quelque chose, il y a eu un petit détail quelque part, soit dans un point singulier de l'ouvrage, soit dans un point singulier de la géotechnique qu'on n'a pas pu voir. Donc là, la question est très très grande. Tout à l'heure, dans ce qu'a dit Franck Bardet, le sondage est tombé dans la canalisation. Il aurait été fait 1,50 m à gauche ou 1,50 m à droite, on ne l'aurait jamais vu. Et on se serait retrouvé avec un litige, enfin un sinistre du moins, très certain. Voilà. Merci de ce témoignage. Y a-t-il d'autres témoignages ou des questions à l'un ou l'autre? J'arrive. Bonjour, Jean Launay, ancien président. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée de battage où il n'y avait pas d'automaticité, et heureusement. C'était à mon époque un vieux chef batteur et on battait des pieux pour fonder un immeuble en Tunisie, fondé sur une dalle de grès. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, il s'est mis à surbattre le pieu. Je lui ai dit, mais pourquoi tu surbats? Et le pieu est passé à travers le grès. Il m'a dit, au son, ça ne marchait pas, il fallait que je continue. Ah ouais. C'est comme ça qu'on règle à l'oreille, parfois. Ça, c'est une remarque qui est géniale, parce que justement, quand je dis, c'est qu'aujourd'hui, les capteurs ne coûtent plus grand-chose, donc on met plein de capteurs. Et effectivement, quand on automatise, il n'y a pas qu'une seule chose à regarder. Et quand on fait des pieux, évidemment, on connaît tout ce qui se passe sur la longueur de forage et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Et ça, on a ce grand sujet. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur calculer la capacité portante des pieux au cours de forage. Et la grande question, c'était, bah oui, mais qu'est-ce qu'il y a sous la pointe? Comment on considère cette pointe? Mais avec cette expérience, et il y en a plein comme ça, où en fait, on entend la machine, où il y a quelque chose sur la machine qui se passe, qui donne un indice qu'il y a quelque chose de différent. Mais ça aussi, on peut l'instrumenter et le prendre en compte. Et donc, la transmission d'expérience aujourd'hui, c'est du foreur à la personne qui forme. Il apprend, celui qui apprend avec le foreur, il apprend de son expérience.
Là, avec ces retours d'expérience par des traitements de données massives, eh ben, c'est pas juste l'expérience du foreur à celui qu'il est en train de former, c'est son expérience qu'on peut transmettre beaucoup plus facilement à tous les jeunes qui sont en formation de conducteurs de machines de pieux. Merci Marie Le Breton. Notre intervention. Oui, Jean-Pierre Giroux. Vous avez donné votre âge, alors je donne le mien pour illustrer mon point. J'ai 80 ans et au cours de ma carrière, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir affaire à des calculs numériques et qui comportaient une erreur que je pouvais déceler à l'œil nu, par exemple une distribution de contraintes qui paraissait évidemment anormale. Mais il y a sûrement des erreurs plus subtiles qu'on ne peut pas déceler à l'œil nu. Alors je voudrais que vous nous parliez des garde-fous, des vérifications que vous introduisez dans vos programmes sophistiqués d'aujourd'hui pour éviter ce genre d'ennui. Une vaste question, merci. Alors, plutôt que de parler de nos programmes, je vais parler du programme dont on a plutôt parlé tout à l'heure, c'est les calculs éléments finis complexes. Effectivement, ils sont de plus en plus complexes, il y a des lois de comportement de plus en plus avancées. Et c'est une grande pratique à avoir, à développer, et ça prend du temps, de la formation et du temps, de savoir déceler ses erreurs. Alors voilà, donc on se forme en interne, enfin, si je prends notre cas particulier, mais on se donne, voilà, on va se voir, on va discuter les uns les autres, on partage beaucoup parce que c'est quotidien, c'est quotidien aussi de trouver un modèle qui ne tourne pas, tout simplement. Et donc de déceler la faille qui fait que ce modèle ne tourne pas ou donne un résultat aberrant. Et déjà, il faut voir qu'il est aberrant. Et donc ça, c'est l'autocritique permanente quand on réalise des modèles numériques, c'est fondamental. Surtout quand les modèles numériques sont complexes et cachent beaucoup de paramètres. Et c'est de plus en plus le cas. On est amené à introduire dans ces modèles des paramètres qui sont issus de données de reconnaissance, mais voilà, de calage, tout un tas une chaîne de conséquences, de causalité, de la donnée brute à la donnée interprétée, qui fait que voilà, il faut toujours en revenir aux fondamentaux, se poser les bonnes questions. Oui, mais c'est bizarre, ça peut pas fonctionner comme ça. Ou il y a une faille quelque part, il faut la trouver. Donc effectivement, dans le modèle numérique, il n'y a pas beaucoup de garde-fous. C'est l'expérience et c'est voilà, l'autocritique. Allez-y. Oui, j'ai juste un peu une remarque, c'est que quand on a commencé donc à mettre des cartes SIM sur nos machines et que les gens pouvaient récupérer les données au bureau et n'avaient plus besoin d'aller se déplacer sur le chantier, on nous a dit bon, les ingénieurs ils iront plus sur les chantiers, ils resteront dans leur bureau. Mais en fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est justement puisqu'on a plus de données, qu'on commence à avoir des analyses, on veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, on veut écouter cette machine et comprendre tout ce qui se passe. Donc, on y va plus. Donc, moi, je pense que les jeunes ingénieurs, encore plus jeunes que nous, qui démarrent aujourd'hui et qui ont des outils numériques hyper performants, qui font des calculs très vite, ils vont vouloir avoir la compréhension. Donc, ils vont revenir à chercher qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle, comment ça fonctionne, et revenir aux bases. Et donc, ils seront capables de détecter ces erreurs. Je vous propose... On ne va pas entamer de dialogue, je suis désolé, parce que je vous repasse la parole s'il y a personne d'autre. Juste deux dernières questions, parce que le temps nous est compté. Oui, je voudrais rebondir sur l'intervention de l'utilisation des éléments finis. Donc nous, on a un enseignement justement basé sur l'utilisation de ça. Et donc on essaye d'expliquer à nos jeunes élèves comment fonctionnent les lois de comportement, leurs principes, etc. Et en fait, ils nous disent, oui, mais ça, non, nous, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de rentrer les données, de voir ce que ça sort. Donc, on a peut-être une habitude de cette jeune génération. Donc là, c'est le papy qui parle. Avoir un retour immédiat entre entrée et sortie, sans trop se préoccuper, parce que c'est pratique, hein, c'est un peu comme les jeux, on rentre des données, on a un résultat, on n'a pas trop à se fatiguer. Et expliquer les lois de comportement, quand on fait des bilans de commission pédagogique en fin d'enseignement, et on nous dit, ben non, les 2 premières séances, ça sert à rien, il vaut mieux les enlever, il vaut mieux qu'on aille tout de suite dans le logiciel pour bien apprendre à le faire marcher, mais de l'extérieur, quoi. Donc, et alors l'autre chose qu'on fait dans l'enseignement en parallèle, à côté de, et je pense qu'une fois de plus les anciens adhéreront, donc c'est un petit peu, les jeunes râlez, mais ce qu'on fait en parallèle le calcul aux éléments finis,
et puis un calcul de dimensionnement à la main, comme au bon vieux temps, pour toujours donner à l'étudiant l'ordre de grandeur des choses qu'il faut. Et je finis juste par la catastrophe de Nicol Highway qui est arrivée à Singapour il y a une dizaine d'années, qui est arrivée parce que l'ingénieur, qui était un peu à la bourre comme tous les ingénieurs, avait rentré la résistance au cisaillement non drainée dans la case de la cohésion. Bon, c'est un peu technique. Mais donc, il avait surestimé en se trompant de ligne dans ses rentrées de données de paramètres, et il avait sous-estimé les propriétés, ou surestimé. Et donc, ça a cassé, ça a fait une grosse catastrophe qui n'a pas eu trop de conséquences, mais qui aurait pu avoir. Donc là, c'était une erreur d'entrée de données. Mais parce qu'il y a beaucoup de données, c'est complexe, et on peut facilement déjà se tromper à l'entrée par étourderie. Je vous repasse le micro après. Juste deux... Voilà, j'avais vu monsieur. Oui, bonjour, de Slover, géophysicien, géotechnicien. J'ai une question pour Alain Guilaine. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir dans l'avenir des entités qui ne seront plus ni des sols, ni des structures, un mélange des deux? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à cela? J'ai pas tout entendu. Bon, je répète. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir concevoir des entités qui ne sont ni des structures, ni des sols, mais quelque chose qu'on ne pourra plus définir en étant des sols ou des structures? Par exemple, on pourrait imaginer des sols qui deviennent progressivement des fondations, ce genre de choses. Comme on est ici dans quelque chose. Bien, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais tenter une réponse. En fait, nous, on travaille sur la conception d'éléments qui sont effectivement aujourd'hui pas imaginables. C'est-à-dire que le numérique permet une très très grande liberté de conception, ce qui intéresse beaucoup d'ailleurs les architectes, puisque ça va permettre de faire des choses qui aujourd'hui sont faites avec des moules énormes, ça coûte des fortunes, donc de façon beaucoup plus abordable, des choses très complexes. Peut-être un élément de réponse très concret, et vous avez d'ailleurs dans le journal de Simbéton là, qui vient de sortir, un élément qu'on a produit avec Aegis, sa filiale Seaboost. On est en train de travailler d'ailleurs avec CETEC sur 4 prototypes différents, sur des récifs imprimés en béton. En fait, on est en train de repeupler. On sait que le problème, notamment du changement climatique, a un impact important sur la biodiversité, et on consomme de plus en plus de sol, etc. Donc, l'idée, c'est de repeupler les espèces dans la mer. Bien, on arrive à créer des structures, on travaille avec des biologistes marins qui viennent chez nous, avec lesquels on reconçoit des éléments de récifs en béton pour abriter. Voilà. Donc, ce sont des éléments qui sont totalement improbables, voilà, et puis aujourd'hui, on imprime du béton, mais demain, l'objectif, ça va être d'imprimer le sol qu'on a sous les pieds. L'objectif, ça va être de transformer quelque chose d'extrêmement local. L'intérêt des outils comme les nôtres sont des outils qui peuvent être très locaux et très, très facilement déplaçables. Donc l'idée, ce serait de produire avec le terrain lui-même. Une dernière intervention. Je vous repasse la parole pour le mot de la fin. Merci. Michel Cahan, CETEC. Je voudrais revenir sur la question d'incertitude. Je ne suis pas géotechnicien, je ne suis pas parfait, mais je sais que vous vivez dans un monde très incertain. Et dans les types d'incertitudes, il y en a certaines qui sont réductibles, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des erreurs de mesure. Bon, avec un meilleur matériel, on réduit ces erreurs-là. Vous avez des erreurs statistiques. Et donc là, en faisant plus de sondages, vous réduisez aussi ces erreurs-là. Et donc, dans ce que vous disiez tout à l'heure, les uns et les autres, plus on partage les informations, plus on réduit ces incertitudes. Et puis, il y a des incertitudes de modèles. Alors là, pour le coup, vous avez des modèles qui sont très anciens. Les modèles géotechniques qu'on utilise pour les calculs sont des modèles anciens. Et puis, il y a cette nouvelle génération de modèles qui sont des modèles purement numériques qui arrivent. Et là, je pense qu'il y a véritablement, et ça serait intéressant que vous puissiez réagir là-dessus, 2 sources de modèles, une numérique et une purement physique, qui se complètent, et cette réduction de ce modèle arrive avec deux points de vue extrêmement différents. Et ça, je pense qu'il y a, dans ce que vous évoquiez, des choses qui sont fondamentalement très intéressantes pour la réduction des risques. Et puis à la fin, quand on décline tous les risques, il y a l'incertitude humaine, et ça, c'est sans doute encore un des trucs qu'on a du plus de mal à réduire. Heureusement.
Rapidement, une réaction aux propos. Oui, alors on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Michel justement, mais pour rebondir sur les incertitudes et puis sur les incertitudes de modèles. Et bon, j'ai parlé des incertitudes de données, mais effectivement dans nos modèles, on a deux types de modèles, comme tu l'as dit, les modèles analytiques, les modèles numériques. Et souvent, on est amené, alors j'ai parlé de calage tout à l'heure, mais on est amené à avec nos modèles numériques complexes, à faire un calcul tout simple, ou en tout cas beaucoup plus simple, analytique, pour vérifier la véracité de ce que nous dit le modèle numérique. Et ça, on le fait de façon assez courante. On travaille notamment... alors, ça reste des modèles numériques dans les deux cas, mais il y en a un qui est empreint d'empirisme derrière. Là, on a une thèse notamment qui traite des écrans, des soutènements, et qui essaye de comparer les méthodes analytiques, pseudo-analytiques, pseudo-numériques courantes, qui sont ce qu'on appelle les coefficients de réaction, aux modèles purement numériques, éléments finis. Et il y a beaucoup de travail qui est fait actuellement pour redécouvrir des choses, essayer de les comparer, sans les confronter, mais en tout cas pour essayer d'y voir plus clair dans les comportements et confronter également aux mesures réelles, puisqu'on a la chance actuellement de vivre un chantier énorme et qui va nous apporter beaucoup de données, beaucoup de résultats. Et donc ces résultats, il va falloir, je pense que ça sera très intéressant de les exploiter le mieux possible pour améliorer nos modèles numériques peut-être, et améliorer aussi les modèles analytiques qu'on utilise également. Je vous propose le mot de la fin qui va venir de la salle. C'est vous qui l'avez. J'en reviens encore au même problème des incertitudes et des erreurs possibles. Vous avez donné deux réponses, mais ce sont des réponses assez traditionnelles, en fait. Première réponse, vous avez dit... C'est que j'ai 35 ans presque révolus, c'est pour ça que je bascule du mauvais côté. Première réponse, vous avez dit il faut un peu d'expérience et de jugement pour essayer de voir où sont les erreurs. Deuxième réponse, vous avez dit il faut comparer avec des calculs plus traditionnels, presque des calculs faits à la main. On aurait peut-être espéré une troisième réponse plus moderne, plus jeune. Celle de faire confiance à l'ordinateur pour nous donner la bonne réponse, c'est ça? Presque, oui. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, avec l'intelligence artificielle, des moyens plus astucieux, plus sophistiqués de traquer les erreurs possibles, au-delà des deux méthodes traditionnelles sur lesquelles vous avez répondu? Alors, c'est une bonne question. Alors là, on déborde largement de mes compétences. Moi, je retranscris ce que j'ai déjà entendu, mais effectivement, c'est une pratique, je pense, assez courante dans beaucoup d'autres domaines, de tracer les incertitudes, les aléas, avec notamment ce que j'ai cité tout à l'heure, des modèles avancés type machine learning. Et donc, ça peut sans doute nous apporter des choses en géotechnique, et je pense que c'est pour ça que le groupe de travail, le TC309, a été créé. C'est un champ d'investigation absolument passionnant, très déstabilisant quelque part, mais il va falloir s'y coller, je pense, pour justement être moderne. Ouais. Et puis attention à ne pas donner trop de pouvoir ou d'importance à l'intelligence artificielle. Elle risque un jour de nous dire que l'erreur, c'est nous. Et merci Marie Le Breton, merci Gilles Chaperon, merci Alain Guilaine, merci Sylvain Ris d'avoir participé à cette table ronde.